Le travail qui n'est pas un travail d'ailleurs, hein, je tiens à le dire, c'est une mission pro bono. Et je suis co-chair avec une personnalité américano-britannique qui s'appelle Dame Amelia Fawcett, parce que le gouvernement français et le gouvernement britannique ont eu l'idée l'année dernière de faire un truc ensemble. Et nous faisons ça toutes les deux. Voilà, pro bono. Alors, on va rentrer dans le cœur du sujet, parce que le sujet, c'est pas moi. J'ai vu là sur les panneaux que manifestement, vous avez déjà tous beaucoup de connaissances. Donc, si je dis des choses que vous savez déjà, vous me pardonnerez. Et on verra dans les questions comment on peut. Alors, je vais quand même regarder l'heure, parce qu'on m'avait dit qu'il y avait une montre, mais elle est cachée par la slide. Donc voilà, c'est bon, vous inquiétez pas. Vous connaissez ce schéma des planetary boundaries qui, encore une fois, certains scientifiques contestent l'endroit où vous mettez la boundary. De toute façon, moi, je ne suis pas une spécialiste, une experte d'écologie. Mais je trouve que cette slide est intéressante pour deux raisons. La première, elle insiste sur le caractère fini des ressources dont nous disposons. Or, vous êtes peut-être allés comme moi dans des écoles où on expliquait que pour faire tourner une entreprise, il suffit d'avoir du capital et du travail. Et en fait, nous découvrons de plus en plus que nous avons puisé dans la nature en pensant que les ressources naturelles étaient gratuites et en pensant qu'elles étaient sans limite. Donc l'idée qu'à côté du capital financier et du capital humain, il y a un capital naturel, c'est une idée qui commence à percer, mais qui, encore une fois, quand vous en parlez autour de vous, vous verrez, pas mal de gens n'ont pas intégré ça. Et non seulement nous avons jusqu'à présent puisé dans ces ressources, mais elles sont elles-mêmes limitées. Donc si vous retenez à la limite une seule chose de mon intervention, c'est que nous devons passer d'un monde dans lequel les ressources naturelles étaient considérées comme illimitées à un monde dans lequel nous devons inventer des modes de production, qu'ils soient circulaires, régénératifs ou tout ce qu'on voudra, qui sont un retour. Et là, je vais dire un truc qui fait... enfin, en général, les gens se souviennent du coup. Même les êtres humains, si vous réfléchissez, notre vie est finie et un jour, nous retournerons à la Terre. Parce que pas mal de gens pensent que comme on a évacué la mort, eh bien, il n'y a pas de nécessité de se poser la question de tout ce qui est recyclage. Donc, nous sommes nous-mêmes, je dirais, dans une économie circulaire et régénérative. Il vaut mieux y penser de temps en temps, ça évite de se prendre la tête. Il ne faut pas y penser trop non plus. Donc, je ne voulais pas jeter un ton négatif sur cette séance, mais c'est pour vraiment dire, je crois qu'autrefois, quand les gens vivaient plus près de la terre et de la nature, et aussi de la vie, de la mort, du caractère fini de nos existences, ils en avaient plus conscience. Alors, la deuxième raison, qui est plus sympathique, c'est que dans ce travail donc, qui a été fait, vous le savez sans doute, par Johan Rockström et le Stockholm Institute for Resilience et le Potsdam Institute for Climate, il y a cette idée que je trouve très intéressante de traiter le climat, l'eau, les sols, l'océan, l'artificialisation, etc. Tout est traité ensemble. Parce que malheureusement, pour des raisons qui sont... bon, je ne sais pas très bien pourquoi, mais enfin, en tout cas, on a commencé par le climat, ce qui est bien, il ne s'agit pas de regretter qu'on se soit intéressé au climat. Mais je ne sais pas si ça vous arrive, ça nous est arrivé encore à Washington, dont nous revenons avec Amelia Fawcett et une partie de l'équipe qui est là. Vous avez un certain nombre de gens qui vous disent encore « Oh là là, mais enfin, tu vois, le climat, c'est tellement compliqué. On va peut-être d'abord traiter le climat et après, on verra pour la nature, la biodiversité, etc. » Surtout quand vous dites biodiversité, les gens ont uniquement l'impression que vous vous intéressez à des espèces, alors qu'on sait très bien que, notamment, la consommation d'eau, l'état des sols ou la qualité de l'air sont aussi des éléments extrêmement importants au-delà des espèces, etc. Bon. Alors, là, ce sont des chiffres. C'est une étude, comme vous êtes pour la plupart de la finance, la Banque Centrale Européenne a fait en juin de l'année dernière. C'est pour ça que c'est cette slide, vous savez quoi, on va passer, mais je vais vous dire oralement. Il y a eu un petit bug dans les slides. En juin de l'année dernière, vous connaissez peut-être Frank Elderson, qui a été à la tête du network de banque centrale qu'on appelait le NGFS, qui est dans le board de la... Non, regardez pas là, regardez-moi, parce que j'ai viré la slide qui a une petite erreur. Qu'est-ce qu'ils ont fait à la BCE? Ils ont regardé les portefeuilles bancaires, les crédits accordés par les banques de la zone euro, pour voir quelles étaient les entreprises auxquelles des crédits ont été accordés dans la zone euro qui sont dépendantes ou extrêmement dépendantes de services écosystémiques.
Le chiffre est incroyable parce que c'est 72%. Donc, ce n'est pas 72% des entreprises, c'est 72% des entreprises auxquelles ont été accordés des prêts dans la zone euro. Voilà, pour être précis. Et cette étude donc, que la Banque centrale a faite l'année dernière, il y a un blog de Frank Elderson de juin 2023 là-dessus, disait que, fait apparaître, à partir des crédits, à quel point nos entreprises, en ayant conscience, en général, le secteur, par exemple, de l'agroalimentaire en a plus conscience que d'autres. Ils sont dépendants de services écosystémiques. Mais tous ceux qui utilisent beaucoup d'eau, par exemple, que ce soit des cimenteries, que ce soit des centrales nucléaires, que ce soit d'autres industries, ont aussi une dépendance importante à la nature. À la Banque centrale, lorsque j'y étais en France, nous avions publié en août 2021 un papier qui s'appelle A Silent Spring, qui avait d'ailleurs été fait par un groupe de chercheurs, Romain Schwarzmann qui était à la Banque de France, mais il y avait Étienne Espagne qui était à la CDC, il y avait l'OFB, il y avait tout un groupe de très bons chercheurs qui avaient fait un papier. À l'époque, on n'avait pas de data suffisamment fine sur les prêts, on avait regardé l'equity des entreprises en France. Et sur la base de l'equity, on arrivait à l'idée qu'il y avait à peu près 42% des entreprises françaises qui étaient dépendantes à des écosystèmes. Voilà. Donc c'est pour dire... Pourquoi je vous donne ces chiffres? D'abord parce que c'est important que les études aient été faites sérieusement, mais gardez à l'esprit qu'on n'est pas dans un tout petit pourcentage. Ce n'est pas une petite chose marginale. C'est fondamental pour la viabilité de nos économies et aussi pour la stabilité financière, évidemment, ce dont s'occupent plus les banques centrales. Alors, on a besoin d'énormément d'argent pour enrayer la perte de biodiversité. Il n'y a pas de doute. Alors, il y a des tas de projections avec des dizaines et des centaines de millions, de billions. Pour ma part, j'ai tendance à vous inciter à réfléchir à autre chose. Si on était dans une société parfaite, il y aurait un gouvernement mondial. Et ce gouvernement mondial pourrait prélever des impôts de manière à financer les biens communs de l'humanité. Par exemple, sauvegarder des grandes forêts, qu'elles ne soient pas exploitées, etc. Malheureusement, on en est très très loin, ce qui veut dire que l'argent public, non seulement est rare, mais le monde étant fragmenté en États, y compris d'ailleurs en Afrique, des États dont les frontières ont été tracées à la règle au moment de la colonisation, qui passent au milieu d'écosystèmes, etc. À cause de cette fragmentation, nous n'avons pas les moyens publics, les ressources et la capacité de gouvernance consistant à régler la question. Donc l'idée est apparue au moment de la signature du cadre de biodiversité qui a été signé à Montréal en décembre 22, le cadre Montréal-Kunming, de dire on va essayer d'avoir recours à l'argent privé. Ce qui en soi, moi je choisis pas un camp, c'est pas le public plus le privé. La raison pour laquelle je vous ai rappelé que dans un monde idéal, on aurait pu financer des biens communs, des biens publics par de l'argent public, c'est que c'est quand même conforme à la science économique. Certains États ont des espaces protégés et c'est d'ailleurs l'une des décisions qui a été prise, l'un des engagements qui a été pris dans le cadre de Montréal-Kunming, c'est de protéger 30% des aires d'ici 2030. Encore une fois, là je profite de ma liberté totale de parole, j'ai exercé des fonctions publiques, mais je trouve que les États ne tiennent pas leur parole. Donc les engagements sont mis sur le papier, mais l'une des raisons pour lesquelles on a un vrai problème nord-sud et une perte de crédibilité de toutes nos institutions et de tous nos gouvernements. Sincèrement, je ne fais pas de politique ni rien, je vise personne en particulier. Globalement, les gouvernements prennent des engagements et ont tendance à ne pas toujours les respecter. Alors, il ne faut pas devenir cynique, il ne faut pas dire que c'est une fatalité, mais enfin voilà. Donc, je me suis moi-même corrigée. Nous avons fixé des objectifs à Montréal-Kunming et on verra s'ils pourront être respectés. C'est d'autant plus important que la slide le rappelle, vous y avez tous les travaux de l'IPBES, vous connaissez ça, les assessments sur la disparition, enfin c'est le genre de truc, il vaut mieux être de bonne humeur et en forme quand on commence à les lire, parce que quand on rentre dans la matière, moi ce qui m'est arrivé, je suis totalement quelqu'un qui est tombé dans la marmite assez tard, et je l'avoue, mais quand on lit la Dasgupta Review, quand on lit les rapports de l'IPBES, etc., on se rend compte que le problème est sérieux, et il est beaucoup plus sérieux que les comportements de certains États le laissent penser. Donc il y a cet objectif, il y a une coalition d'une 50aine d'États, la France joue un rôle assez actif et tant mieux, on essaie d'être constructif avec d'autres.
Et depuis Montréal, ce travail a continué. On a vu à Washington, d'ailleurs, des personnes qui sont là pour essayer de réunir des fonds. Donc je ne dis pas du tout qu'il ne se passe rien sur le côté public, mais ça ne suffira pas. Et comme ça ne suffira pas, et que de manière générale, vous le savez probablement tous, parce que vous êtes dans la finance, mais vous n'êtes peut-être pas tous dans la finance internationale, l'un des vrais problèmes que nous avons, et l'une des raisons pour lesquelles il y a ce ressentiment qui, moi, me préoccupe beaucoup et qu'on sent monter dans les pays du Sud, c'est qu'en fait, l'argent des pays riches reste essentiellement dans le Nord. Pour des raisons qui sont parfois, du point de vue de l'investisseur, tout à fait compréhensibles. Ce sont des pays dont la stabilité politique est beaucoup plus fragile. Ce sont des pays dans lesquels on n'a pas de structure de gouvernance, de lutte anticorruption, etc., comme un investisseur peut avoir le désir qu'ils existent, moyennant quoi il y a un effet d'éviction. Et l'an dernier, pour le sommet de juin où a été créé notre panel, on avait, avec Amélie de Montchalin, on a eu la responsabilité d'une table ronde sur ces questions-là. Il en ressortait que la plupart des asset managers n'investissent pas en dehors de l'OCDE. Or, les grandes zones méga diverses, que ce soit la Malaisie, le Brésil, certaines forêts africaines, etc., et d'autres écosystèmes sont beaucoup plus dans le sud que dans le nord. Et pour des bonnes ou des mauvaises raisons, la réalité des flux, c'est que c'est absolument ridicule ce qui part dans les pays du sud. Il y a heureusement les banques mondiales de développement, il y a des banques bilatérales de développement, on travaille avec la KfW, avec l'AFD, on a vu la Banque mondiale. Donc il ne faut pas dire que rien ne se fait. D'ailleurs, vous avez remarqué, je suis sur une espèce de ligne de crête parce que je trouve qu'il faut éviter de tomber dans l'autosatisfaction et il faut éviter de tomber dans l'autoflagellation sur ces sujets-là. Voilà, il faut essayer de voir ce qui marche, ce qui est fait par des gens sérieux et ce qui l'est moins. Donc retenez simplement que les flux qui sont destinés à la préservation de la nature sont totalement insuffisants par rapport aux enjeux. Et en fait, pourquoi moi j'aime bien, c'est peut-être le côté que j'apprécie chez les anglo-saxons, c'est qu'ils parlent quand même d'opportunities. Je pense que si on veut arriver à canaliser de l'argent privé vers des projets, il peut y avoir une part qui relève de fonds de type philanthropie, charities, etc. Mais la première chose à faire, et je rencontre de plus en plus de chefs d'entreprise corporate qui en ont conscience, c'est de faire prendre conscience aux chefs d'entreprise et à leurs équipes que c'est l'avenir de leur boîte, c'est l'avenir de leur business qui passe par le respect de la nature. Pourquoi ? Parce qu'on a mis quelques photos qui sont assez parlantes, parce que les crues risquent de se multiplier, que votre investissement peut être emporté, parce que la qualité de l'eau n'est pas garantie. Vous avez vu ces jours-ci, moi je ne veux pas critiquer la société Nestlé particulièrement, mais vous avez peut-être vu les articles qui sont sortis dans lesquels on a un vrai problème sur les eaux minérales, et c'est un cas d'école. Je m'arrête un instant, on va dire c'est la société X, peu importe, mais vous avez une législation sur les eaux minérales naturelles qui est une législation exigeante, et je crois que nos pays s'honorent à avoir des législations exigeantes. Peut-être parce que j'ai été député européen, je défends la règle et la norme. Il ne faut pas oublier que quand il n'y a pas de normes, c'est la jungle. Donc les gens se plaignent quand il y a trop de normes, mais qu'ils aillent vivre dans des pays dans lesquels il n'y en a pas du tout, et quand ils reviendront, ils seront quand même peut-être au moins un peu plus indulgents. Ce qui ne veut pas dire que la norme ne doit pas être bien faite, évidemment. Donc c'est un cas d'école, parce que vous avez des règles exigeantes pour l'eau minérale, comme les zones autour, toutes les zones de captation, sont polluées notamment par l'agriculture intensive ou par des urbanisations qui se développent. Vous vous retrouvez avec des gens qui ne peuvent plus respecter les critères qui ont été fixés. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils font de la filtration où ils ont des recours à des systèmes que l'État cautionne. De deux choses une, soit on a envie de garder une eau minérale de qualité et il faut trouver un moyen de défendre les zones de captation et de préserver la nature dans ces régions-là. Il se trouve que je connais un peu les Vosges, en plus, tout ce qui est autour de Vittel. Les gens pensent que l'eau de Vittel, elle vient des Vosges, des montagnes. Non, elle vient de la Vosges, la plaine qui est à l'ouest du département, où il y a énormément d'agriculture. Donc le problème, on le voyait venir depuis assez longtemps. Ou alors, on abandonne les règles, mais on dit aux consommateurs ce qu'ils consomment. En tout cas, j'ai trouvé vraiment que c'était assez glaçant d'avoir une sorte de connivence entre des autorités publiques et une entreprise pour finalement ne pas respecter des règles tout en ayant la même chose sur l'étiquette. Ça, dans des pays
consommateurs de nos produits, ça risque d'être dévastateur. Dévastateur. Je ne veux pas accabler les Français. Quand Volkswagen avait triché sur les normes d'émission, moi je trouve que j'étais allé aux États-Unis peu après au Congrès, ça avait été mais violent. Et d'ailleurs, Volkswagen a indemnisé les Américains, il n'a pas indemnisé les Européens. Donc voilà. Donc la purification de l'eau, c'est pas un sujet comme ça, c'est extrêmement important. Quand j'observe aussi la quantité d'irrigation qui se développe, y compris pour des cultures traditionnelles comme la vigne ou les oliviers dans le sud, il y a de quoi être un peu inquiet. Bon, la nature a un rôle de séquestration du carbone, et puis évidemment, il y a la pollinisation, dont les citadins ne savent pas très bien à quel point elle est importante en général. Enfin, beaucoup de gens ne savent pas à quel point tout ce que nous consommons est énormément lié au travail des pollinisateurs. Et jusqu'à présent, c'était plutôt des insectes que des gens qui avaient un petit pinceau à la main. Parce que s'il faut aller faire tous les arbres fruitiers avec des petits pinceaux à la main, on ne va pas être sorti de l'auberge. Voilà, alors donc tout ça c'est le background, mais comme Grégoire va vous parler très bien de ce qu'on fait, je suis allée assez vite. Donc je vous ai dit initiative franco-britannique à la suite de la décision au Canada du Global Diversity Framework. Les Anglais avaient fait un effort autour, c'était le roi notamment, qui avait lancé une journée à Lancaster House qui était sur comment est-ce qu'on peut trouver des investissements privés pour protéger la nature. La France avait organisé, le président Macron, un One Forest Summit au Gabon et il y a eu la bonne idée de rassembler nos forces. Bien évidemment, l'effort est global. Il n'est pas du tout franco-britannique, même si nous sommes là. Donc, qu'est-ce que nous avons essayé de faire? De mettre en place un panel qui soit véritablement global. Je vais vous montrer les photos de tout le monde après. Inclusif et divers. Voilà. Donc, c'est un peu, vous avez à la fois des représentants des indigènes et des populations locales, comme Chief Souris ou Jennifer Corpus. Vous avez des financiers. Il y a un certain nombre d'établissements financiers français qui sont à bord, des banques, des compagnies d'assurance, des asset managers. Je crois que d'ailleurs, il y a quelques collaborateurs qui sont dans la salle. Nous avons des ONG puissantes comme Nature Conservation, des ONG plus locales comme celle de Pauline Natongo en Ouganda. David Craig, peut-être un mot. Vous avez peut-être suivi ce qui a été fait par la TNFD, la Task Force on Natural Disclosure. J'avais eu moi-même une mission pour encourager ce travail et on avait fait un gros travail avec David Craig d'apaisement franco-britannique pour que ce travail avance. Donc ils ont défini un cadre de disclosure d'informations financières liées à la nature qui sera volontaire évidemment, mais qui est un petit peu du même ordre que la CSRD en Europe, qui elle va au-delà de la nature et qui est obligatoire. Voilà. Donc notre objectif, c'est de travailler pour la COP16, COP Biodiversity en Colombie au mois d'octobre. C'est là que nous essaierons de publier notre résultat, qui sera aussi opérationnel que possible, parce que nous avons vraiment décidé avec Amélia Fawcett, c'est qu'on ne va pas faire un rapport de plus, on s'en fiche complètement qu'il y ait un rapport qui porte notre nom. Ce qu'on voudrait, et c'est pour ça que je fais aussi passer le message, c'est bâtir une coalition avec des gens qui croient qu'il faut que la finance se reconvertisse et que nous ayons à la fois un certain nombre de principes pour que toute création d'instruments financiers soit high integrity, comme on dit en bon français, qu'il n'y ait pas d'abus, qu'il n'y ait pas le genre de sentiment, je vais être poli, je vais dire mêlé, qu'il peut y avoir pour certains produits liés au carbone, où probablement le cadre n'avait pas été suffisamment posé par ne serait-ce qu'un groupe de gens. Nous, on n'est pas plus qu'un groupe de personnes, hein, avec quelques États derrière, et on espère peut-être un peu plus. Et nous voudrions qu'autour de ces principes, il y ait un certain nombre de projets pilotes. Parce que tant qu'on ne va pas tester, on ne saura pas si ça marche. D'autant que la biodiversité, ce sont des écosystèmes extrêmement divers. Pour ma part, et je conclus là-dessus, j'ai le sentiment, dites-moi, on va pouvoir en parler. Sur le climat, tout le monde dit « Ah ouais, mais c'est facile le climat, parce qu'il y a la tonne de carbone, donc c'est facile à mesurer. » Ouais, c'est tellement facile qu'on continue à émettre comme des malades, hein, je vais vous dire. Donc moi, ce n'est pas un argument qui m'impressionne énormément. C'est vrai que la quantification, qui est très importante pour la finance, et puis aussi pour la compréhension collective, était là. Mais ce qu'on a vu n'est pas extrêmement probant. Mon espoir, c'est peut-être qu'un espoir, je suis peut-être trop optimiste, c'est que pour la nature, l'enjeu est beaucoup plus tangible. Vous habitez au bord de la Méditerranée, vous n'avez pas envie que la Méditerranée meure. Vous êtes dans une forêt, vous en êtes un des promeneurs ou un des propriétaires, peu importe, mais vous vous y êtes attaché parce que vous allez ramasser des champignons depuis que vous êtes petit, etc. Et dans les pays du Sud, vous avez énormément de gens qui sont très attachés à ça. C'est infiniment plus tangible. Ça va peut-être permettre de faire des marchés
pas un marché, il n'y aura pas un marché mondial d'un instrument totalement fongible. Peut-être on verra ça, mais je ne sais pas si je serai encore là. Et en revanche, peut-être qu'on va pouvoir avoir des initiatives qui sont en fait du project finance, qui mettent de l'argent quelque part, avec un but précis, parce qu'un producteur de café veut améliorer la consommation d'eau dans ses plantations de manière à les rendre plus durables, etc. Voilà. Donc je vous ai fait une introduction extrêmement générale, parce que je crois que ce qui est important sur ces sujets, c'est pas de prétendre qu'on sait, c'est de commencer à essayer de comprendre. Voilà, donc je suis prête à répondre à vos questions.